L'histoire aime à glorifier les rois puissants et les empereurs impitoyables, ces hommes qui ont taillé leurs empires à la pointe de l'épée, les lames encore dégoulinantes de sang. Mais parfois, les récits qui éclipsent même ceux des plus grands conquérants n'appartiennent pas aux guerriers, mais aux survivants, à ces âmes qui ont supporté ce qui aurait dû les anéantir, pour finalement être abattus par ce que personne n'aurait jamais pu prévoir. Voici l'histoire de Marguerite d'Autriche. Une femme trahie encore et encore, une femme qui s'éleva jusqu'à un pouvoir prodigieux dans un monde qui haïssait l'idée même d'une domination féminine, et une femme dont la fin ne vint ni par la bataille ni par le poison, mais par la moquerie cruelle du destin, un simple éclat de verre. L'Europe de la fin du XVe et du début du XVIe siècle n'était pas une terre de paix. C'était un échiquier gigantesque où rois, princes et empereurs déplaçaient des vies humaines comme des pions, sacrifiés et rejetés sans la moindre hésitation dans l'interminable jeu de hasard qu'était la politique dynastique. Le mariage n'était pas une union d'amour, mais une arme maniée dans le silence. Les enfants n'étaient pas chéris, mais échangés comme des pièces de monnaie afin de conclure des traités capables de remodeler le destin de royaumes entiers. C'est dans ce monde impitoyable qu'en 1480, Marguerite d'Autriche poussa son premier souffle. Elle était la fille de Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, et de Marie de Bourgogne. Mais dès l'instant où ses yeux s'ouvrirent, sa vie ne lui appartint pas. Elle appartenait aux ambitions d'hommes qui la façonneraient en outil, qui l'utiliseraient, la rejetteraient, et la sous-estimeraient d'une manière que l'histoire elle-même n'oublierait jamais. Son berceau, les Pays-Bas bourguignons, n'était pas une terre ordinaire. C'était l'un des joyaux les plus précieux d'Europe, riche en commerce, stratégiquement situé entre des puissances rivales, et vibrant d'art et de culture. Pour les grandes puissances, c'était un prix à conquérir. Pour les plus petites, c'était un royaume à craindre. Et dans un tel univers, les femmes comme Marguerite n'avaient qu'un seul rôle à jouer, se taire, obéir, et n'être jugées utiles qu'à travers les alliances que leur ventre pouvait produire. Le règne féminin n'était pas seulement rare, il était considéré comme contre-nature, un dernier recours désespéré lorsqu'aucun héritier mâle ne pouvait porter la couronne. Marguerite ne connut jamais l'innocence de l'enfance. À l'âge tendre de 3 ans, on lui arracha cette douceur lorsqu'elle fut promise en mariage au futur roi de France, Charles VIII. Elle n'était pas considérée comme une enfant mais comme un traité vivant. À 10 ans, elle fut envoyée à la cour de France, arrachée à sa famille et projetée dans un monde éclatant, où chaque sourire pouvait être un mensonge et chaque geste dissimuler une lame. La cour de France brillait de magnificence, mais cette splendeur était une prison étouffante. C'était un palais de soie, de musique et de masques et pourtant, sous ce vernis scintillant, se cachait une forêt d'intrigues. Marguerite y fut formée aux arts d'une future reine. Elle maîtrisa les langues, la musique, la diplomatie, et plus encore, cet art silencieux de lire la vérité derrière les sourires mensongers. Mais sa présence n'était pas un honneur. Elle n'était qu'une otage, la garantie vivante que son père, l'empereur, obéirait aux intérêts de la France. On la façonnait pour un trône, et pourtant sa valeur demeurait fragile, suspendue aux caprices d'hommes capables d'effacer son avenir d'un simple geste. Pendant cette longues années, Marguerite vécut dans cette prison dorée. Elle adopta les coutumes de France, parla leur langue comme si elle y était née, et porta sur elle la prestance d'une reine en devenir. Les chroniques de l'époque décrivent une enfant déjà dotée d'une sagesse qui surpassait son âge, son esprit affûté par la cour qui l'avait capturée. Elle se croyait destinée à la grandeur. Elle se croyait en marche vers la couronne de France. Mais le destin, comme Marguerite devait l'apprendre encore et encore, est un maître cruel. En 1491, à l'âge de 11 ans, son univers s'effondra. L'homme auquel elle avait été liée depuis l'enfance, Charles VIII, brisa leurs fiançailles. Non pas pour l'amour d'une autre, mais pour la froide logique de la politique. Il choisit d'épouser Anne de Bretagne. Car la Bretagne était un prix plus grand. Marguerite n'était plus nécessaire. Elle ne fut pas simplement rejetée. Elle fut jetée de côté comme un meuble que l'on juge soudain trop usé pour la pièce où il se trouvait. L'humiliation fut implacable, publique et inoubliable. Pour la jeune fille qui avait grandi dans la certitude qu'elle deviendrait reine de France, ce fut une blessure plus profonde que ne pourrait l'infliger aucune épée. Et vint ensuite le chapitre le plus cruel de tous. Son retour dans les terres de son père ne fut pas un repli discret, mais une véritable parade de honte. Chaque mille parcouru sur ce chemin grava une cicatrice nouvelle dans son âme. Elle n'était plus l'enfant fiancé, fier et choyé, promise au trône de France. Elle était devenue un gage brisé, un témoin vivant de promesses trahies. À seulement 11 ans, Marguerite connut sa première grande trahison, et l'ombre de cet affront la hantrait pour le reste de son existence. À seulement 11 ans, elle goûta à la morsure du véritable abandon, une blessure non pas faite d'acier, mais de confiance piétinée. Elle découvrit que dans l'univers impitoyable de la politique, l'amour n'était qu'une illusion, la loyauté un masque fragile, et que même les serments les plus solennels pouvaient se déchirer face au calcul froid du pouvoir. La cour de France, où elle avait vécu durant cette année comme une future reine adulée, ne voyait en elle plus qu'un embarras, une cicatrice vivante d'une alliance rompue. Ceux-là même qui s'inclinaient autrefois devant elle détournaient désormais le regard, leur silence plus cruel que les insultes,
leur dédain plus tranchant que les lames des gardes du roi. Lorsqu'elle revint dans les domaines de son père, elle ne trouva pas de consolation, mais une cruauté d'un autre ordre. Les murmures la suivaient comme une ombre, des voix qui disaient qu'elles avaient prévenu, des chuchotements qui feignaient la pitié pour mieux savourer sa chute. Son père, Maximilien, rugissait de colère contre la perfidie française, mais même dans sa fureur, il voyait en sa fille non pas une enfant blessée, mais une pièce abîmée à replacer sur l'échiquier de ses ambitions dynastiques. Pour lui, ses fiançailles rompues n'étaient pas une tragédie, mais un simple contretemps, un obstacle qu'il corrigerait vite en lui trouvant un autre mariage. C'est durant cette saison amère que Marguerite apprit sa deuxième leçon, peut-être la plus douloureuse. Même ceux qui disaient l'aimer pouvaient ne voir en elle qu'un instrument. Elle était destinée à être utilisée, réutilisée et, si nécessaire, sacrifiée encore toujours pour la cause des Habsbourg. Et pourtant, la souffrance ne la brisa pas. L'humiliation subie en France ne la réduisit pas en cendres, elle l'endurcit. La jeune fille naïve qui croyait aux promesses commença à se transformer en une jeune femme façonnée par la résilience. Mais sous l'acier qu'elle forgeait peu à peu en elle, brillait encore une fragile étincelle d'espérance. En 1497, à peine âgée de 17 ans, le destin sembla lui offrir une seconde chance. Elle fut mariée à l'infant Jean d'Espagne, héritier des puissantes couronnes de Castille et d'Aragon. Ce n'était pas une union ordinaire, mais un lien appelé à fonder le plus grand empire d'Europe, une alliance capable de remodeler le destin du continent. Pour Marguerite, ce mariage dépassait la simple politique. C'était une rédemption. C'était sa chance de conquérir enfin cette royauté que la France lui avait volée. Et, durant un bref et lumineux instant, le bonheur sembla à portée de main. Le prince Jean était décrit comme doux, bienveillant, et, à la différence des hommes calculateurs qui avaient entouré Marguerite toute sa vie, il paraissait la voir non pas comme un pion, mais comme une partenaire. Les chroniques de l'époque parlent d'une véritable affection entre eux, un don rare et précieux dans des unions forgées par les traités plutôt que par les cœurs. Marguerite s'investit pleinement dans sa nouvelle vie. Elle adopta les coutumes espagnoles, apprit le castillan avec une rapidité remarquable, et s'adapta au rythme de la cour comme si elle y avait toujours appartenu. Mais le destin, implacable et cruel, n'en avait pas encore terminé avec elle. 6 mois à peine après leurs noces, en octobre 1497, le prince Jean tomba gravement malade. Que ce fût la tuberculose ou une autre maladie dévorante, la mort l'emporta avec une rapidité implacable. Marguerite se retrouva veuve avant même d'avoir pu s'installer pleinement dans son rôle. Et plus terrible encore, elle portait en son sein l'espoir fragile d'un héritier. Mais le chagrin écrasa l'espérance. La douleur d'avoir perdu son époux, le poids étouffant du veuvage, l'atmosphère oppressante de la cour d'Espagne, tout cela s'abattit sur elle avec une telle violence qu'elle perdit l'enfant qu'elle portait. En l'espace de quelques semaines seulement, Marguerite perdit non seulement son mari bien-aimé, mais également l'enfant qui aurait pu assurer sa place sur le trône d'Espagne. La cour qui l'avait accueillie comme une jeune épouse radieuse se détourna soudain d'elle. Là où régnait naguère l'admiration et l'enthousiasme, il n'y avait plus que gêne et silence. Les nobles qui, quelques mois plus tôt, la flattaient avec empressement, évitaient désormais son regard. Dans les couloirs flottaient des murmures, des voix qui la disaient malchanceuse, des chuchotements qui la déclaraient maudite, comme si sa simple présence condamnait à mort les hommes qui osaient l'aimer. Ces rumeurs cruelles, répandues comme un incendie, prenaient des allures de prophétie, une prophétie glaçante que le cours de sa vie semblait inexorablement confirmer. Son deuil était abyssal. Les lettres de ses jours sombres, encore conservées dans les archives des Habsbourg, révèlent une âme noyée dans le désespoir. Marguerite y écrivait se sentir abandonnée de Dieu, trahie par les hommes, enfermée dans une destinée de souffrance. Elle se demandait si le ciel lui-même ne l'avait pas marquée du sceau d'un malheur éternel, condamnée à apporter la ruine à ceux qui lui étaient le plus chers. La flamme vive de l'optimisme qui autrefois illuminait ses yeux s'était changée en une lueur plus sombre, plus lucide. Elle comprit que l'espérance pouvait être cruelle, que l'attente du bonheur n'était souvent que le prélude à une nouvelle douleur. Ainsi, brisée mais sans jamais céder, elle revint à la cour de son père. Cette fois, cependant, elle ne se précipita pas dans un nouveau mariage ni dans des alliances dictées par les ambitions des hommes. Elle chercha plutôt refuge dans la vie de l'esprit. Elle se tourna vers les livres, la littérature classique, la philosophie, la théologie. Nuit après nuit, elle s'enfermait dans l'étude, poursuivant les questions qui la brûlaient intérieurement. Pourquoi Dieu permettait-il une souffrance si implacable? Quel péché avait-elle commis pour mériter des épreuves aussi impitoyables? Et, plus angoissant encore, était-elle destinée non pas à connaître le bonheur, mais seulement à endurer la douleur? Les livres et la philosophie devinrent pour elle un rempart, son refuge contre le désespoir et son arme contre un univers qui semblait vouloir la briser. Dans ces veilles interminables, elle luttait avec des questions sans réponse, mais de cette lutte naquit une intelligence aiguisée, une clarté d'esprit qui un jour façonnerait le destin des nations. Sa douleur devint son maître, son deuil son enseignement. Puis, en 1501, son père arrangea un nouveau mariage. Cette fois avec Philibert II, duc de Savoie.
Mais Marguerite n'était plus la fragile jeune fille qui rêvait autrefois de couronne et d'amours idéalisés. Elle était une femme de 21 ans, forgée par la perte, marquée par les trahisons, mais gardant au fond d'elle une étincelle d'espérance prudente. Elle aborda ce mariage sans les illusions de sa jeunesse, avec une attente mesurée, consciente de la rapidité avec laquelle la joie pouvait se transformer en cendres. Philibert était différent. Homme de culture et d'intelligence, il ne ressemblait pas au monarque calculateur ni au prince froid qu'elle avait connu. Et, contre toute attente, leur union s'épanouit en ce qui fut le plus heureux chapitre de sa vie. Pour la première fois, elle fut chérie non pas comme un simple réceptacle d'alliance ou d'héritier, mais pour son esprit, son discernement, son être tout entier. À la cour de Savoie, l'éclat de Marguerite rayonna. Elle devint le cœur d'un cercle renaissant où artistes, savants et musiciens trouvaient protection et inspiration. Dans ses lettres ultérieures, elle confessa que ces 3 années furent les seules où elle se sentit véritablement vivante. Philibert, à la différence de tant d'autres, respectait son intelligence. Il recherchait ses conseils dans les affaires de gouvernement et de diplomatie, l'associant au rouage même du pouvoir. En l'observant négocier avec des seigneurs rivaux et des États voisins, Marguerite découvrit en elle un don singulier pour la diplomatie, une capacité instinctive à lire les intentions dissimulées, à transformer les conflits en compromis, à trouver un terrain d'entente même entre des ennemis jurés. Protégée par leur amour, ses talents s'épanouirent. Ce qu'elle apprit durant ces années deviendrait bientôt son arme de survie. Mais le destin de Marguerite était assombri, et ce qu'elle appellerait un jour sa malédiction frappa encore avec une précision implacable. En 1504, après seulement 3 années de bonheur, Philibert mourut soudainement. Certains chuchotaient qu'il s'agissait d'un accident de chasse, d'autres murmuraient que son cœur avait été fauché trop tôt. Les détails importaient peu. Ce qui comptait, c'est que Marguerite était de nouveau veuve. Cette fois, la perte fut plus profonde que toutes les blessures qu'elle avait connues auparavant. Elle n'était plus l'enfant trahi, ni la jeune épouse abandonnée par la main glaciale du destin, elle était une femme qui avait enfin goûté à l'amour, pour le voir arraché sans pitié. À 24 ans, elle avait enseveli 2 maris et perdu un enfant. C'était davantage que ce que la plupart des âmes pouvaient supporter, et pourtant elle endura ce fardeau, dans un chagrin si vaste qu'il faillit l'engloutir tout entière. Brisée, elle se retira dans le silence d'un couvent, songeant à embrasser une vie de prière et de solitude. Les lettres de cette période dévoilent une femme au bord du désespoir, se demandant si le bonheur lui était destiné, ou si sa destinée n'était que souffrance et privation. Mais Marguerite n'était pas née pour se soumettre. De son deuil surgit une résolution nouvelle. Elle choisit de ne pas tourner le dos au monde, mais de l'affronter avec les armes mêmes que la tragédie avait forgées en elle. Lorsque son père l'appela de nouveau aux Pays-Bas, lui demandant de servir comme régente pour son jeune neveu Charles, elle n'hésita pas. Ce n'était pas seulement un devoir, c'était un sens. Là où la joie intime l'avait trahi encore et encore, le gouvernement offrait quelque chose de plus profond, une raison d'exister. Ainsi, en 1507, Marguerite d'Autriche endossa un rôle que nul n'aurait pu imaginer pour elle. Elle devint régente des Pays-Bas, un territoire riche, agité, vital pour l'équilibre des puissances européennes. Sa nomination était rien de moins qu'une révolution. Depuis l'Antiquité, rares avaient été les femmes qui avaient exercé une telle autorité de leur propre droit. Aux yeux de beaucoup, elle n'était qu'un pis-aller, une figure de transition jusqu'à ce qu'un héritier mâle vienne s'emparer du pouvoir. Les nobles frémirent de mécontentement. Les généraux la raillèrent. Les ambassadeurs étrangers mirent en doute sa légitimité. Même ses propres conseillers la mirent à l'épreuve, cherchant à contourner son autorité. À leurs yeux, elle restait une femme, et les femmes n'étaient pas faites pour gouverner. Mais Marguerite, marquée et aiguisée par toutes les pertes qu'elle avait endurées, était prête à leur prouver qu'ils se trompaient. Les ambassadeurs étrangers se moquaient de son autorité, exigeant de parler au « véritable » représentant de la puissance habsbourgeoise, comme si la régente des Pays-Bas n'était qu'une figure de cérémonie. Même ses propres conseillers, des hommes qui devaient leur charge à son bon vouloir, cherchaient à se soustraire à ses décisions, minant son autorité avec l'arrogance de ceux qui pensaient que la sagesse appartenait exclusivement aux hommes. L'esprit acéré que Philibert avait autrefois célébré comme une preuve de génie était désormais condamné comme indigne d'une femme. Son refus de se remarier fut déformé en égoïsme, comme si sa valeur ne pouvait être validée qu'en se liant à nouveau à un homme. Mais Marguerite portait en elle une force que ses détracteurs ne pouvaient ni voir ni comprendre. Elle avait passé son enfance dans les cours étincelantes d'Europe, à écouter, à observer, à apprendre. Elle savait que le véritable pouvoir ne criait pas toujours, il murmurait, il négociait, il s'insinuait dans les échanges dissimulés derrière des mots de soi. Là où les souverains masculins s'appuyaient sur les armées et l'intimidation, Marguerite maniait des armes plus subtiles, des concessions commerciales, des alliances minutieusement forgées, une diplomatie aiguisée comme une lame plus fine que l'acier. Sa première grande épreuve survint en 1508. La France, voyant en elle non pas une dirigeante mais une faiblesse, menaça d'invasion, convaincue qu'une femme s'effondrerait sous la pression. Marguerite savait qu'elle ne pouvait pas triompher sur le champ de bataille.
ses armées étaient trop modestes, ses ressources trop limitées. Mais là où les épées échoueraient, son esprit triompherait. Elle orchestra une toile diplomatique si subtile que la France s'y trouva prise avant même que ses soldats n'aient pu marcher. Elle courtisa l'Angleterre avec la promesse de richesses qui comblerait leurs marchands, et en retour, elle obtint la puissance de leur flotte. Elle s'adressa aux princes allemands, leur offrant des ajustements territoriaux en accord avec leurs ambitions, gagnant ainsi leurs soldats à sa cause. Elle alla même jusqu'à franchir les lignes spirituelles, persuadant le pape Jules II de considérer l'agression française non comme une simple guerre, mais comme une menace contre l'unité même de la chrétienté. Lorsque la France pesa ses options, le prix de l'invasion était devenu trop lourd, les risques trop grands. Ainsi, les armées ne vinrent jamais. Les dignitaires étrangers qui l'avaient autrefois méprisé comme une simple figure décorative chuchotaient désormais avec stupeur à propos de son éclat. L'ambassadeur vénitien écrivit à ses maîtres que « la femme autrichienne gouverne avec plus de subtilité que la plupart des rois ne dirigent avec des armées ». Les envoyés espagnols, eux, s'émerveillaient de sa capacité presque surnaturelle à transformer ses adversaires en alliés, souvent sans même qu'ils se rendent compte qu'ils avaient changé de camp. Au cours des années 1510, sa réputation se transforma en légende. Tandis que l'Europe s'embrasait dans les guerres et les rivalités, les Pays-Bas, sous la main de Marguerite, demeuraient prospères et en paix. Elle géra les finances avec une discipline implacable, effaçant des dettes qui avaient étouffé des royaumes bien plus vastes que le sien. Elle guida son neveu Charles à travers le chemin traîtreux de la succession, veillant à ce que, lorsqu'il hérita de la couronne d'Espagne en 1516 et lorsqu'il fut couronné empereur romain germanique en 1519, les Pays-Bas se dressent comme un phare de stabilité. Ce fut lors de cette élection impériale de 1519 que Marguerite révéla toute la mesure de son génie politique. Le scrutin fut l'un des plus corrompus de l'histoire. Des rois rivaux achetaient les votes des princes électeurs allemands comme des marchands marchandant sur une place de marché. Pourtant, ce fut Marguerite qui orchestra la campagne habsbourgeoise. Grâce à son vaste réseau de contacts, à sa compréhension intime des ambitions et des peurs de chaque électeur, elle conduisit Charles à la victoire contre François Ier de France. L'ironie ne pouvait être plus grande. La petite fille autrefois rejetée par la France comme indigne se tenait désormais derrière la manœuvre même qui priva le roi français du plus grand prix de l'Europe. En 1520, Marguerite d'Autriche n'était plus l'enfant humilié, ni la veuve déplacée d'une dynastie à l'autre. Elle était devenue ce qu'aucun n'avait osé imaginer, une souveraine de fait. Respectée par ses alliés, redoutée par ses rivaux, admirée même par ceux qui l'avaient jadis doutée. Elle avait transcendé toutes les attentes liées à son sexe, brisé toutes les chaînes que la société avait voulu lui imposer. Et pourtant, dans le silence des heures nocturnes, ses triomphes demeuraient assombris par la perte. Elle ne se remaria jamais après la mort de Philibert, bien que des prétendants soient venus avec de brillantes promesses d'alliance et de pouvoir. À tous, elle répondait simplement « Dieu a clairement montré que le bonheur dans le mariage n'est pas ma destinée. Peut-être mon rôle est-il ailleurs dans le service. » Son palais de Malines devint non seulement un siège de pouvoir, mais aussi un sanctuaire d'art, de culture et de savoir. Il rivalisait en splendeur avec les cours italiennes, vibrant de musique, de philosophie et de l'éclat de la Renaissance. Marguerite d'Autriche y régnait, non plus comme un pion, mais comme une reine en tout sauf en titre, son esprit et son intelligence façonnant le destin des nations. La cour de Marguerite à Malines n'était pas un palais ordinaire. Elle battait au rythme de la Renaissance. Elle accueillit des artistes comme Bernard Van Orley, des musiciens tels que Josquin des Prés, et des penseurs dont les idées façonnèrent la Renaissance de l'Europe. Son palais devint un sanctuaire de culture, un lieu où la musique emplissait les couloirs, où la peinture capturait la lumière divine, où la philosophie se débattait avec la même ardeur que les affaires d'État. Sa bibliothèque, l'une des plus riches d'Europe, débordait de manuscrits et de trésors de savoir. Marguerite elle-même y passait de longues heures, en compagnie d'érudits, engagés dans des conversations profondes et passionnées. Et pourtant, ceux qui la connaissaient vraiment ne pouvaient s'empêcher de remarquer que Marguerite souriait rarement. Même au cœur de ses triomphes, sa joie semblait voilée, comme si ses victoires appartenaient aux autres, mais jamais à elle-même. Le poids d'une responsabilité sans fin pesait lourdement sur ses épaules. Dès la quarantaine, son corps reflétait les cicatrices d'une vie marquée par le deuil et l'épreuve. Des maux de tête chroniques la tourmentaient, son estomac se rebellait, et des vagues de mélancolie s'abattaient sur elle, durant parfois des semaines entières. Les médecins de son époque accusaient le fardeau du pouvoir et du stress. Mais les yeux modernes y reconnaissent autre chose, l'écho du traumatisme, l'ombre profonde d'un chagrin qui ne quitta jamais véritablement son âme. Et pourtant, elle gouverna. Et elle gouverna avec éclat. En 1529, elle mena à son terme l'un de ses plus grands triomphes, le traité de Cambrai, que l'histoire retiendrait sous le nom de « Paix des Dames ». Toute l'Europe le salua comme un chef-d'œuvre de diplomatie. Là où des rois avaient répandu le sang et vidé leurs trésors, Marguerite obtint la paix par la seule force de ses mots et de sa persuasion. Elle assura des conditions favorables pour son neveu Charles, évita la ruine financière qui accablait d'autres monarques,
et prouva une fois encore que son art subtil de la politique pouvait accomplir ce qu'aucune armée n'aurait su réaliser. Les observateurs étrangers s'en émerveillèrent, certains allant jusqu'à s'étonner qu'une femme pût rivaliser avec les plus puissants souverains d'Europe, et non seulement rivaliser, mais les surpasser. Mais le destin, toujours cruel, réservait encore une dernière ironie. Au début de l'année 1530, après des décennies de trahisons surmontées, de guerres affrontées et de deuils insupportables, la femme qui avait déjoué les rois et les empereurs devait être terrassée par quelque chose d'aussi absurdement minime qu'il semblait défier la raison. Ni une épée, ni un poison, ni la lame d'un assassin, mais un éclat de verre, pas plus grand qu'un ongle d'enfant. Un matin de décembre, Marguerite traversait son palais de Malines. Sur le sol, un fragment oublié d'un gobelet de vin brisé gisait encore, vestige d'une réception nocturne. Elle marcha dessus. La coupure n'était guère plus qu'une égratignure, si légère qu'elle-même l'écarta d'un geste et que ses médecins l'ignorèrent. En une époque où des hommes survivaient à des blessures de champ de bataille qui auraient dû les tuer, cette blessure paraissait dérisoire. Mais le verre portait en lui une corruption invisible. En quelques jours, son pied enflamma et enfla. La douleur s'aggrava, l'obligeant à limiter ses fonctions, mais nul ne croyait encore la plaie dangereuse. Les infections étaient courantes, et la plupart se résorbaient. Pourtant celle-ci se propagea, noircissant la chair, remontant sa jambe avec une obstination mortelle. Ces médecins essayèrent tous les remèdes connus de leur temps. Cataplasme d'herbe et de miel. Saignée destinée à rééquilibrer les humeurs. Concoctions étranges censées purger le mal hors du corps. Rien n'y fit. À la fin de décembre, il était clair qu'elle était condamnée. Ce que nous appelons aujourd'hui la gangrène avait pris possession de son être. Les médecins proposèrent une ultime chance, l'amputation de sa jambe. Au XVIe siècle, c'était un pari effroyable. Une telle chirurgie signifiait une agonie sans soulagement, et la survie restait incertaine. Pourtant, Marguerite, qui avait affronté toutes les tempêtes de son existence avec courage, accepta. Elle se prépara à la mort avec la même dignité qu'elle avait manifestée dans la vie. La nuit qu'elle crut être sa dernière, elle écrivit à son neveu Charles et à sa famille des lettres de tendresse, de conseil et d'adieu. L'opération fut fixée au 30 décembre 1530. Pour atténuer l'inimaginable douleur, ces médecins recoururent au remède le plus puissant qu'ils connaissaient, l'opium. Importé à grands frais de l'Empire ottoman, il n'était réservé qu'aux personnages de haut rang et aux situations désespérées. Marguerite, régente des Pays-Bas, reçut la préparation la plus raffinée disponible. Mais la plus grande ironie restait à venir. Le médicament destiné à la protéger pendant l'épreuve allait devenir l'instrument même de sa mort. Car la médecine du XVIe siècle était aussi primitive que dangereuse. Les médecins qui sauvaient des soldats sur les champs de bataille et soignaient des rois n'avaient aucune véritable notion de dosage ou de conséquences. Et ainsi, le destin livra son ironie la plus cruelle. L'opium qui devait préserver Marguerite de l'agonie de l'amputation devint son bourreau silencieux. Elle s'endormit profondément, sa respiration régulière, son visage apaisé, et jamais plus elle ne se réveilla. Le 1er décembre 1530, l'indomptable régente des Pays-Bas n'était plus. Cela paraissait impossible. Comment une femme qui avait survécu aux trahisons des rois, à la mort de 2 maris, à la perte d'un enfant, aux complots et aux invasions pouvait-elle tomber face à quelque chose d'aussi dérisoire? Un fragment de verre. Une erreur de médecin. Pour ses contemporains, la nouvelle était si étrange qu'ils peinèrent à y croire. Certains murmurèrent l'ombre du poison, d'autres y virent un jugement divin. Mais la vérité était plus simple et infiniment plus cruelle. Le destin avait choisi l'accident le plus banal pour abattre celle qui avait triomphé de toutes les grandes épreuves. Sa mort ébranla l'Europe entière. Elle avait semblé intouchable, presque forgée dans le fer par la souffrance même. Et pourtant elle était partie, non dans le fracas de la guerre, mais dans le silence. Ses funérailles furent sans égal pour son époque. Des représentants de presque toutes les grandes puissances d'Europe vinrent lui rendre hommage. Les Pays-Bas pleurèrent, inconsolables, celle qui avait été la première souveraine depuis des générations à placer leurs besoins au-dessus des rivalités incessantes des dynasties étrangères. Et Charles Quint, son neveu, empereur du Saint-Empire romain, versa des larmes au pied de sa tombe. Il déclara à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il n'avait pas seulement perdu une tante, mais le plus sage conseiller qu'il eût jamais connu. Avec la disparition de Marguerite, une ère se referma. Elle avait prouvé une vérité extraordinaire, que les femmes pouvaient gouverner non seulement aussi efficacement que les hommes, mais parfois avec une sagesse plus grande encore. Là où d'autres recouraient au sang et à la guerre, elle maniait la diplomatie. Là où d'autres vidaient leur royaume dans des conflits sans fin, elle bâtissait la prospérité. Elle avait fait de sa cour un phare de culture, de ses réformes un pilier de stabilité, et de son intelligence une arme plus tranchante que n'importe quelle épée. Mais peut-être que son héritage le plus remarquable ne fut pas ce qu'elle donna à l'Europe, mais ce qu'elle devint elle-même. L'enfant humilié à la cour de France s'était élevé au rang des figures les plus respectées de son siècle. La veuve inconsolable qui avait enterré 2 époux et un enfant avait transfiguré son chagrin en force et en maîtrise.
La femme rejetée, encore et encore, par les hommes, avait fini par s'imposer plus forte que tous, façonnant l'avenir des nations. Les historiens modernes comptent toujours Marguerite d'Autriche parmi les souverains les plus efficaces de la Renaissance, qu'ils soient hommes ou femmes. Sa diplomatie remodela l'équilibre des puissances, son gouvernement devint un modèle pour les générations, et sa vie prouva que la grandeur ne résidait pas seulement dans les couronnes ou dans les armées, mais pouvait naître des tragédies mêmes. Et pourtant, sa mort demeure un rappel obsédant. Elle ne fut pas vaincue par des armées, ni par des rivaux, mais par un éclat de verre et l'erreur d'un médecin. Comme si l'univers avait gardé sa plus sombre moquerie pour la fin, attendant qu'elle ait prouvé sa force au-delà de tout doute, avant de révéler combien l'existence humaine est fragile. Et malgré cette ironie, il y avait là une vérité étrange, presque appropriée. Car Marguerite avait affronté chaque désastre de sa vie avec une dignité calme et inébranlable. Elle avait enduré l'humiliation, la trahison, le deuil et la perte avec une acceptation stoïque qui inspirait tous ceux qui la connaissaient. Ainsi affronta-t-elle aussi la mort, non pas avec la peur, mais avec courage. Son histoire nous force à contempler la fragilité de nos propres vies, à reconnaître combien le hasard et la tragédie marchent main dans la main avec le triomphe. Elle avait surmonté tous les obstacles placés sur son chemin. Elle avait transformé sa douleur en puissance. Elle avait démontré que la dignité et la résilience pouvaient survivre à tout. Et bien que le verre ait brisé son corps, jamais il ne put briser l'héritage qu'elle grava dans l'histoire. Elle avait transformé son chagrin en grandeur, ses blessures en sagesse. Marguerite d'Autriche se révéla non seulement l'égale des rois, mais à bien des égards leur supérieure. Pourtant, à la fin, toute sa brillante intelligence, toute sa force, tous ses triomphes ne purent la protéger du plus cruel des caprices du destin, un éclat de verre et une erreur fatale de médecin. Son histoire demeure un rappel que même les plus puissants souverains sont aussi fragiles que les âmes les plus humbles, tous soumis à la main impitoyable du hasard. La vie et la mort de Marguerite nous enseignent que la grandeur ne se mesure pas à l'absence de souffrance, car la souffrance n'épargne personne. La véritable grandeur réside dans la manière dont nous nous relevons des cendres, dans la manière dont nous transformons la tragédie en destinée. Elle avait été trahie, humiliée, veuve et brisée. Pourtant, chaque fois, elle s'était relevée, plus haut encore. L'enfant fiancé, rejeté comme un déchet, devint une régente dont la diplomatie empêcha des royaumes entiers de sombrer dans la guerre. La veuve inconsolable qui avait enterré son bonheur se transforma en une souveraine dont l'héritage traverse encore les siècles. Dans un monde où temps s'effondre au premier coup du malheur, Marguerite d'Autriche se dresse comme un témoignage éclatant de la résilience. Elle démontra que la dignité n'est pas détruite par le chagrin, mais forgée à travers lui. Sa victoire la plus durable ne fut pas dans les traités qu'elle arracha, ni dans les réformes qu'elle mit en place, mais dans le fait qu'elle ne permit jamais à la souffrance d'avoir le dernier mot dans son histoire. L'éclat de verre qui mit fin à sa vie fut conservé dans les archives de Malines, étrange relique de l'humour cruel de l'histoire. Mais son véritable monument ne fut jamais ce fragment. On le trouve plutôt dans le précédent qu'elle établit pour les femmes au pouvoir, dans la preuve qu'elle donna au monde que l'intelligence pouvait triompher là où les armées échouaient, et dans l'exemple d'une âme qui endura des tempêtes sans fin sans jamais céder au désespoir. Peut-être Marguerite elle-même, avec sa fascination pour les ironies du destin, aurait-elle souri devant l'absurdité de sa fin. Elle avait passé sa vie à défaire les chaînes de causes et de conséquences qui façonnaient le destin de l'Europe, pour finalement succomber à l'un des plus petits et plus absurdes caprices de ce même destin. C'était comme si l'univers avait choisi de délivrer une ultime leçon, un sombre rappel de combien, même pour les plus grands, le contrôle que nous croyons exercer sur nos vies est illusoire. Et pourtant, Marguerite d'Autriche atteignit une immortalité bien plus rare que les couronnes ou les empires. Elle est rappelée non seulement pour son génie politique, mais pour l'esprit avec lequel elle vécut. L'enfant effrayé, arraché à sa famille, devint une femme qui sut imposer le respect des empereurs. L'épouse rejetée, moquée par la France, devint la stratège qui priva la France de son plus grand prix. La veuve qui avait tout perdu trouva encore la force de servir une cause plus grande qu'elle-même. L'éclat de verre put bien réclamer son corps, mais il ne toucha jamais son esprit. Cet esprit inflexible, sage et profondément humain a trouvé sa place dans l'éternité.